Merci beaucoup déjà de m'accueillir et de me donner l'occasion de vous faire ce topo sur la BNDMR. Et effectivement, hein, je ménage un temps pour qu'on puisse échanger ensuite. Juste sur le titre, hein, je vais couvrir différents sujets, dont l'opposition patient. Je reviendrai un petit peu sur ce que c'est, ce qu'on appelle le rapport filière, rapport FSMR, hein, pour filière de santé maladies rares, et puis l'interopérabilité avec le plan France Médecine Génomique. Simplement, pour décrire ici qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, je remets un petit peu les briques en place. Donc, il y a Bamara, que certains d'entre vous certainement utilisent. Il y a quelque chose que je n'affiche plus sur cette diapositive qui s'appelle Semara, que certains d'entre vous utilisaient et qui a été migré dans Bamara, qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Donc Bamara, c'est une application disponible sur Internet et il y a un certain nombre de sites maladies rares qui vont renseigner le set de données minimum maladies rares soit directement dans l'application, soit certains vont le renseigner dans leur DPI. DPI pour dossier patient informatisé, très concrètement, c'est Orbis à la PHP, Sillage à Lille, Axigate à Marseille, voilà. Colémara à Lyon. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on collecte ce set de données minimum maladies rares. Ensuite, il est intégré, évidemment, après avoir retiré le nom et le prénom des patients, dans la BNDMR. Donc la BNDMR, c'est une base de données qui, techniquement, c'est la même, informatiquement, elle contient les mêmes informations, mais par contre, on y accède dans un cadre complètement différent, puisque, bien sûr, on est là dans un cadre de recherche, donc il y a un comité scientifique, une gouvernance des modalités d'accès. Et puis il y a autre chose, une autre fonctionnalité qui existe aussi aujourd'hui, c'est que dans Bamara, je peux cliquer sur un bouton pour exporter un fichier Excel qui contient en fait toutes les informations que j'ai renseignées sur les patients. Et dans certaines filières, alors par exemple sur la mucoviscidose, c'est utilisé pour faciliter la collecte ensuite de données complémentaires dans le registre de l'association Vaincre la mucoviscidose. C'est utilisé aussi dans d'autres cas, on va le voir. Donc ce qui nous attend pour l'année 2022, donc je ne parle pas dans trop longtemps, hein. Pour l'année 2022, malgré tout, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place, qui sont bien avancées, sinon bien sûr je ne les présenterai pas. Si on va dans l'ordre, d'abord par rapport aux questions scientifiques auxquelles on peut répondre. Donc aujourd'hui, hein, je l'avais dit, on était vraiment sur les questions BNDMR, c'est-à-dire prévalence, incidence, parcours de soins, âge de diagnostic, hein, tous ces éléments-là. En 2022, on met en place le chaînage avec les données de l'assurance maladie. Donc on reviendra sur ce que ça peut apporter. Votre filière est notamment impliquée par rapport aux variations du développement génital, mais en fait ça peut concerner pratiquement toutes les maladies rares. Ça se fait au sein du Health Data Hub, avec lequel on travaille, et la BNDMR sera inscrite au catalogue du Health Data Hub quand celui-ci sera promulgué. Ça signifie concrètement que la BNDMR sera accessible au sein du Health Data Hub, modulo bien sûr, hein, toutes les règles de gouvernance qui vont bien. Également en 2022, on travaille à ce que les données de Bamara locales, donc hôpital par hôpital, puissent intégrer les entrepôts de données de santé. Alors à la PHP par exemple, c'est la cible. En 2022, les données de Bamara à PHP, hein, bien sûr pas pour toute la France, mais seront disponibles dans l'entrepôt de données de santé de la PHP. Alors l'intérêt, ça peut être de dire, ça peut être de fonder des critères d'inclusion. Donc vous voulez regarder tous les comptes rendus d'hospitalisation, mais seulement des patients qui ont telle maladie, comme dans l'entrepôt de données de santé de la PHP, vous aurez les deux, vous pourrez faire ce genre d'études. Et voilà. Et le dernier point, j'y reviendrai aussi un peu après, c'est les données de vie réelle, c'est l'envoi de données vers la HAS. Alors de quoi s'agit-il? C'est que vous savez que dans Bamara, il y a le set de données minimum maladies rares. Il y a déjà un bout qu'on appelle le cartouche génomique. On va y revenir aussi. Hein, c'est un petit jeu de données complémentaires vraiment pour les aspects génétiques. Et on travaille pas plus tard que hier, hein, c'était la journée de l'Observatoire des traitements auquel participaient toutes les filières, et on travaille à élaborer un petit cartouche qui puisse être utilisé à chaque fois qu'il y a un médicament ou un dispositif médical pour lequel un suivi de données de vie réelle doit se mettre en place. Il sera possible également via Bamara, avec transmission des données directes à la HAS. On a des échanges toutes les semaines avec la HAS maintenant, qui elle-même échange avec la NSM sur ces sujets-là. On essaie de se raccorder tout le monde, notamment dans le cadre de l'arrivée de nouveaux traitements dans les maladies rares. Et un dernier point, là c'est en bas à gauche, j'évoquais le fichier Excel qui va vers le registre français Vaincre la mucoviscidose aujourd'hui et qui peut aller peut-être dans d'autres finalités dans votre filière.
C'est la même chose pour les registres de RN, et là je donne un exemple, c'est l'exemple du registre Ithaca. Vous savez que c'est Alain Verleus en France qui est l'animateur de la filière, Ithaca, enfin du registre pardon Ithaca, et enfin de l'ERN Ithaca pardon, dont le registre est ce qui s'appelle Iliad. Justement, enfin lui son problème c'était comment j'évite la double saisie, et donc comment il le fait. De la même manière, il a pu mettre en place, techniquement c'est parfaitement en place, il ne reste plus qu'à dépasser les contraintes réglementaires, mais techniquement c'est déjà en place, où son petit fichier Excel, toujours le même, qui est déjà disponible aujourd'hui dans Bambara, il le passe dans une petite moulinette que lui a développée, enfin, qui est assez facile à faire, qui a développé le RN, qui simplement convertit en anglais, enfin traduit en anglais, mais ça c'est assez facile, hein, Orphanet ça se traduit en anglais, les autres champs du set de données minimum se traduisent facilement en anglais, ça traduit les choses en anglais, ça enlève le nom et le prénom, et ça lui fait un autre fichier qu'il a pu qu'à déposer dans le registre de son ERN, et comme ça, il a pu intégrer les données de plusieurs milliers de patients en quelques clics. Alors, pourquoi il ne peut pas le faire vraiment pleinement aujourd'hui? Parce que maintenant, le dossier à analyser, c'est sur le plan réglementaire. C'est que bien sûr, tous les patients, ceux qui ont été vus il y a 5 ou 6 ans, n'ont pas forcément l'information qu'il existe un registre dans le RN, et donc on n'a pas le droit de charger leurs données comme ça brutalement dans une base de données dont ils n'ont pas connaissance, et donc il faut soit obtenir une demande de dérogation à l'information patient, soit, enfin je vous épargne les enjeux réglementaires qui sont toujours très complexes, mais qui sont la dernière limite avant que ça soit pleinement faisable. Donc ça peut être une piste intéressante pour le ou les ERN dans lesquels vous souhaitez intégrer vos données, de réfléchir à ce genre de petite moulinette qui au moins vous limite drastiquement la double saisie. Alors j'en viens au taux d'opposition. Alors qu'est-ce que c'est le taux d'opposition? Ça doit vous parler certainement, aussi bien dans Bambara que dans Orbis, Colémara. Il y a une petite case qui est formulée d'une manière un peu casse-tête, qui est le patient ne s'oppose pas à la réutilisation de ses données en recherche. Vous pouvez vous dire, tiens, c'est bizarre, moi je travaille au CHU de Rennes, il y a un entrepôt de données de santé, je coche pas cette case pour l'entrepôt de données de santé, et hop. Vous travaillez à la PHP, vous faites peut-être la même remarque, je coche pas cette case pour l'entrepôt de données de santé de la PHP. Alors pourquoi je la coche sur Bambara? Certainement parce qu'au moment où on a lancé tout ça, on a été un peu plus royaliste que le roi, hein, c'est toujours des débats compliqués, la réglementation, et on s'est dit, bon, c'est important quand même d'avoir cette case. En réalité, cette case, elle est très mal cochée, et vraiment, c'est certainement pas à vous que je jette la pierre, j'insiste, c'est plutôt à nous, on n'aurait pas dû mettre cette case en place, parce que bien sûr, elle pose beaucoup de problèmes. Pour certains d'entre vous, vous vous dites, moi, le patient, j'ai pas pu bien lui parler de la BNDMR, je suis pas bien sûr qu'il souhaite s'opposer. Dans d'autres cas, certains d'entre vous nous disent, de toute façon, on n'a pas bien compris cette case exactement ce qu'elle voulait dire, dans le doute, on la coche pas, etc. Et à la fin, il y a des sites qui ont 0% de taux d'opposition. Alors là, c'est une bonne nouvelle, mais c'est suspect parce qu'on s'attend quand même à avoir entre 1 et 1,5% d'opposition chez les patients. Il y a d'autres sites qui sont carrément à 100%. Alors là, ça paraît peu plausible, hein, c'est quand même rare que tous les patients décident de s'opposer. Donc on a un problème avec cette case. C'est un travail on a lancé du coup un travail avec la professeure Marie-France Mamzer, qui est professeure d'éthique et de médecine légale à Paris Descartes, qui est présidente du comité scientifique de l'entrepôt de données de santé de la PHP, pour la petite histoire. Et donc c'est elle qui est l'investigatrice principale d'une étude qu'on a lancée. Certains d'entre vous ont certainement répondu. C'est un questionnaire qui a été répondu par plus de 500 personnes et qui justement relève les difficultés avec cette case. On va essayer, en s'appuyant là-dessus, de voir auprès de la CNIL, est-ce que cette case est toujours pertinente? Comment on fait pour travailler là-dessus? Puisque soit on s'appuie sur ces chiffres, mais c'est absurde puisqu'on va priver beaucoup de patients de leur vrai droit, qui est que leurs données soient réutilisées pour des finalités de recherche. D'un autre côté, si on fait comme si cette case n'avait jamais existé, on va pour le coup priver de son droit d'opposition certains patients. Donc dans tous les cas, ça va être un peu compliqué, mais c'est en tout cas une assez grosse erreur. Cette case ne s'oppose pas et erreur à laquelle on essaie de remédier. Alors, je change de sujet. Je reviens un petit peu sur la première diapositive, sur ce que je vous disais. Certains d'entre vous utilisez Bambara, d'autres utilisent Orbis, Easily. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être, ça représente quoi en volume? Donc, ça représente ça. Je vais commenter parce qu'on ne lit pas du tout l'abscisse et le titre des axes, hein, mais retenez que ce qui est violet, c'est le volume d'activité renseigné sur Bambara. Ce qui est bleu, c'est le volume d'activité qui est renseigné via les dossiers patients informatisés. Donc, en gros, vous voyez qu'il y a 30% à peu près des activités. Alors, si on considère que l'activité, c'est un proxy de l'inclusion des patients, il y a 30% des données, en tout cas, qui sont incluses dans la BNDMR par Orbis, Colémara, Sillage, voilà.
Il reste 70%, c'est via Bambara. C'est pas quelque chose de gênant à long terme. On s'attend, il y a un certain nombre de sites qui ne seront pas déployés avant longtemps dans leur dossier patient informatisé, notamment parce qu'ils sont sur des établissements qui incluent moins de patients. Donc si on inclut peu de patients, on ne va pas faire tout un développement informatique, on utilise juste l'appli web. Par contre, on voit bien que les dossiers patients informatisés, ça a beaucoup augmenté et on espère que ça va continuer d'augmenter et que ça vous facilite la vie, même si les retours que j'entends pour ceux qui sont passés sur Orbis, sur Easily, sur Sillage, sur Axigate, sur Crossway, c'est souvent des retours au début un peu péjoratifs en disant on s'y retrouve pas, c'est pas si simple, voilà, on n'est jamais bien sûr que ce soit bien envoyé, etc. Bon, j'espère que cette diapositive contribue à vous convaincre que si, les données on les reçoit, on les intègre. Mais au-delà de ça, les retours qu'on a quand même assez vite ensuite, c'est des retours beaucoup plus favorables parce qu'on dit c'est quand même très agréable, j'ai pas besoin de ressaisir le nom, le prénom du patient, il y a un certain nombre de choses j'ai pas besoin de ressaisir, j'ai pas besoin d'aller me connecter sur internet sur un nouveau système d'information, etc. Donc ça, normalement ça fait quand même gagner du temps et j'espère en tout cas c'est l'objectif. Alors maintenant, je passe sur la partie plus recherche, comment on analyse ces données. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, rapport FSMR. Encore une fois, pardon de l'acronyme, concrètement, c'est, et ça notre autorisation CNIL nous y donne droit, c'est une distribution très systématique, certainement ce sera tous les mois, d'un rapport assez complet qui sera adressé aux filières de santé maladies rares, qui pourront ensuite le disséminer. Qui sera un rapport, je dirais malgré tout, grossier, puisque ce ne sera pas l'aboutissement d'un travail de recherche, mais c'est en gros une exposition des grandes données qu'il y a dans la BNDMR pour votre filière. Alors ça va être beaucoup de choses. Il y a déjà des ateliers qui ont eu lieu avec différentes filières pour améliorer le rendu qu'on a aujourd'hui. On va adresser en début d'année prochaine, en début 2022, un modèle à toutes les 23 filières qui vont pouvoir nous faire encore des retours et on espère stabiliser ça pour que vraiment, dernier carat, milieu d'année prochaine, vous ayez en routine de très nombreux graphes, de très nombreux tableaux qui vous permettront de vous faire une idée sur qu'est-ce qu'il y a dans la BNDMR. Bon là, vous voyez un tableau à la limite, je dirais, on s'en fiche puisque les données qu'il contient ne sont pas à jour et c'est pas ce ne sera pas la dernière version de ce rapport, mais en tout cas, en juin, vous aurez ce rapport disponible. Alors j'évoquais tout à l'heure le cartouche génomique. Cartouche, c'est un terme qu'on va faire disparaître parce que plus personne déjà ne sait si ça se dit au masculin ou au féminin et puis personne ne comprend ce que ça veut dire. Grosso modo, c'est juste des données en plus. Donc on va simplement plutôt parler d'un SDM génomique. Donc c'est ce petit bloc que vous avez déjà dans Bambara aujourd'hui qui permet de renseigner alors aujourd'hui c'est surtout des éléments cytogénétiques, c'est des anomalies chromosomiques qui peuvent être renseignées. Aujourd'hui, donc, on a eu un certain nombre d'échanges avec les laboratoires de biologie moléculaire du plan France Médecine Génomique sur le fait que c'est très problématique parce que, en fait, si on va sur la diapositive suivante, ceux qui sont prescripteurs sur Sequoia, vous reconnaîtrez l'interface de SPICE. Mais bien sûr, ceux qui sont prescripteurs sur Oragen, vous reconnaîtrez la même chose sur iGen, puisque iGen, c'est les mêmes items. On a fait le même exercice avec iGen, il n'y a juste pas assez de place sur la diapo pour tout afficher. Mais on voit que ce sont en fait les mêmes données. Le set de données minimum maladies rares et les données de prescription, c'est pas que ça se recoupe, c'est carrément que c'est vraiment très 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 similaire. La diapositive parle d'elle-même. Pour autant, on n'a jamais les mêmes données pour un même patient dans les différents systèmes, parce que la ressaisie est problématique, parce que la ressaisie est fatigante et pénible. Et donc, l'idée, là, c'est enfin d'essayer de simplifier la vie. Et donc, l'objectif de ce qu'on essaie de mettre en place, de ce qu'on a prévu de mettre en place, c'est le schéma que vous voyez là sur la diapositive, c'est-à-dire que dans Bambara, j'ai le set de données minimum maladies rares, qui, j'insiste, c'est la même chose que la prescription. Donc ce truc-là, vous pourrez, une fois que vous avez terminé de le renseigner, cliquer sur un bouton qui dit « Je veux lancer une prescription ». Bon, ensuite, selon que vous êtes dans le nord de la France, vous rebasculerez automatiquement sur Spice. Si vous êtes dans le sud de la France, vous rebasculerez automatiquement sur Oragen. Là, les données auront été pré-remplies intégralement, donc pas de ressaisie. Par contre, vous serez obligé de vous connecter à ces systèmes pour être sûr que c'est bien vous à chaque fois. Mais au moins, les données auront été intégralement chargées. Réciproquement, une fois que à l'issue des discussions avec le biologiste et à l'issue de toute l'analyse, vous avez un compte-rendu de biologie moléculaire, un
un set minimal, je dirais, donc ce ne sera pas l'intégralité du compte-rendu de biologie moléculaire, mais un set minimal déjà quand même assez fourni, ça pourra être renvoyé exactement par la même manip. C'est-à-dire, vous serez sur Spice, vous pourrez cliquer sur « Je veux que ça remonte dans la BNDMR » et hop, les données génomiques remonteront directement. Donc notamment des données du type précision en C point quelque chose de où se trouve le variant impliqué. Je précise qu'aujourd'hui, ces résultats ne sont pas structurés de la même manière dans Sequoia et dans Oragen. Donc c'est un travail aussi qu'on fait au-delà de l'aspect BNDMR, Bamara ou quoi que ce soit, c'est un travail aussi d'harmonisation au sein du plan France Médecine Génomique de ce set de données. Et au-delà du plan France Médecine Génomique, puisqu'on travaille aussi avec le réseau NGS Diag, et de façon générale, le but, c'est qu'un maximum de laboratoires, au-delà de Sequoia et Oragen, puissent proposer le même service d'intégration et d'export de ces jeux de données, pour, encore une fois, éviter la ressaisie. Réciproquement, il y a un troisième acteur dans la bataille, c'est les outils de RCP. Que ce soit Rofim, Sarah ou chers confrères, on a ces outils de RCP qui sont une troisième ressaisie. Alors même s'il y a des choses, on met des choses en plus, on peut mettre des présentations PowerPoint, des PDF, des choses en plus, mais il y a encore une ressaisie où il y a à chaque fois, c'est toujours le nom, le prénom du patient, son numéro de sécu, etc., etc. Donc là, la préconisation qu'on a, nous, c'est simplement comme on ne pourra pas, pour le coup, s'interfacer avec tout le monde, on va commencer par s'interfacer Bamara, Spice et iGen. Déjà, ça va faire quand même un petit peu beaucoup. Et pour les outils de RCP, on vous encourage à éviter tout de même la ressaisie autant que possible. Et plutôt, il y a souvent un partage d'écran qui est réalisé dans ces outils, qui sont avant tout des zooms derrière, des zooms ou des Teams. Donc dans ces outils, quitte à faire un partage d'écran, autant faire un partage d'écran typiquement de Bamara où vous aurez les items qui remonteront automatiquement dans Spice ou dans iGen. Voilà, le calendrier que j'avais mis là, c'est que on a fait circuler cette liste d'items génomiques où il y a beaucoup de gens au final qui veulent donner leur avis au-delà des filières de santé maladies rares. Donc ça circule, on compte le stabiliser pour la fin d'année, vraiment cette liste d'items. Et en juin, on aura le premier bout qui est aller du SDM, enfin aller de Bamara vers Spice et iGen. Et en décembre, on aura l'autre bout qui est de faire remonter toutes les données de résultats dans Bamara. Voilà, je continue de me promener sur mon schéma que je vous avais présenté au début et j'arrive à la case BNDMR chez NeoSNDS. Alors, c'est-à-dire quoi BNDMR chez NeoSNDS? Très concrètement, ce graphique est plus parlant qu'il en a l'air. Je vous prie de m'excuser pour cette représentation un peu absconse qui est c'est comme ça qu'on représente des bases de données en informatique, mais retenez que le truc, les petits carrés violets qui sont à droite, sont les données de l'assurance maladie. Donc dans les données de l'assurance maladie, j'ai beaucoup de choses, dont le gros morceau, c'est tous les soins remboursés. Donc ça fait beaucoup de soins, puisque tous les soins de ville, d'hôpital, les consommations de médicaments, j'ai toutes ces informations dans les données de l'assurance maladie. Et j'ai bien sûr le numéro de sécurité sociale. Alors, si le patient consomme un médicament, je ne sais même pas qu'il l'a consommé. Je parle tout de suite des limites pour vous montrer qu'elles existent, mais qu'elles ne sont pas si fortes que ça. Je ne sais pas si le patient a consommé son médicament. Par contre, je sais qu'il va à la pharmacie régulièrement le chercher. Ça donne quand même une petite indication sur l'observance. Alors, ça, c'est les données de l'assurance maladie. Là où le bât blesse, c'est que dans les données de l'assurance maladie, il y a peu d'informations sur les diagnostics. Il y en a, il y a les champs SIM10, mais une étude récente sur une maladie évidemment pas rare, le diabète, montrait qu'en France, il n'y avait pas de diabète de type 1, puisque en fait, tous les patients étaient codés diabète de type 2. Donc, autant dire que dans les maladies rares, on atteint un niveau d'imprécision, pour le dire comme ça, qui est assez élevé. Donc, les données de l'assurance maladie, au final, sont difficiles à exploiter pour nos maladies rares. Elles peuvent l'être dans certains cas de figure. Si vous avez des patients qui consomment tel médicament et vous savez qu'il n'y a que dans telle indication qu'on consomme ce médicament et qu'il est remboursé pleinement par la sécurité sociale, à un moment donné, c'est bon, vous êtes tranquille, vous savez qui est qui. Mais pour beaucoup de maladies rares, impossible de savoir dans les données de l'assurance maladie qui est qui. Donc d'où l'intérêt de ce chaînage. La BNDMR, ce qu'elle apporte, c'est le diagnostic Orphanet. Elle apporte un certain nombre de choses, notamment le fait que vous, dans les réseaux experts, vous avez pris en charge le patient. Ça, l'assurance maladie ne le sait pas non plus. Elle sait que je suis venu à Necker, mais elle ne sait pas si j'étais pris en charge dans un centre de référence. Donc là, au moins, je le sais. Et surtout, je sais qui a quoi comme maladie de manière très fine. Donc c'est enchaînant les deux que d'un seul coup, pour chaque maladie, même s'il y en a plus de 6000, des maladies rares, pour chacune, on peut faire une étude de parcours de soins complet en France, avec 10 ans de recul. Donc c'est des opportunités assez importantes.
On a différentes études en cours là-dessus, on a 5 très précisément, et dont une qui est portée par votre filière, qui s'inscrit donc dans le cadre de la loi de bioéthique, qui, en son article 3 bis, je crois, préconise que les enfants atteints de variations de développement génital soient vus dans les centres experts, en tout cas ceux qui ensuite iront jusqu'à une chirurgie, et donc pour cette étude-là, c'est ce mécanisme-là qu'on va chercher à analyser. Je continue de circuler dans mon petit graphique initial. Je vous parlais de la HAS et de ce SDM traitement. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que en ce moment, justement, je vous disais, on a des discussions avec la HAS, puisqu'il y a un certain nombre de thérapies concernées par l'accès précoce, l'accès compassionnel, ou des médicaments ou des dispositifs médicaux hors AMM qui nécessitent un suivi de vie réelle. Tout ça, ça explose beaucoup, en tout cas c'est très gros sur les maladies rares, et il y a très peu de moyens aujourd'hui de collecter ces données de vie réelle. Donc la HAS a regardé de près l'existence de Bamara en se disant c'est quand même intéressant, c'est déployé dans les centres experts, ça peut être un bon moyen de standardiser, surtout pas une grande collecte de données qui épuise tout le monde, mais le set de données minimum pour être tranquille sur la sécurité et l'efficacité des médicaments et des dispositifs. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Vous voyez, SDM et SNDS, c'est ce dont j'ai déjà parlé. C'est des données où personne ne vous demandera de ressaisir rien. Vous les collectez déjà. Le set de données minimum maladies rares et les données de l'assurance maladie, là, il n'y a rien à faire. Elles sont collectées par ailleurs. Ça permettra déjà de répondre à pas mal de questions de la HS. Et on aura quand même besoin d'ajouter ce qu'on a appelé donc, le cartouche traitement ou le SDM traitement. Un petit bloc qui, là, forcément, est médicament spécifique. Voilà, j'ai tel médicament, je l'administre depuis telle date. La durée est de temps, la posologie de temps. Les effets indésirables sont les suivants. Et c'est ce set de données minimum qu'on essaie de faire le plus petit possible pour embêter le moins dans la saisie, le suffisamment long pour que la HAS, quand il y a ce genre d'études, ne dise pas ça va pas, il faut retourner dans les dossiers, j'ai pas assez d'éléments. Et dès qu'on aura pu stabiliser ça, on le mettra en place dans Bamara pour que vous puissiez l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez pour des médicaments ponctuellement ou des dispositifs médicaux. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je reviens juste sur cette diapo initiale pour vous refaire du coup ce dont on a parlé. Bon, il y a ce qu'on connaît déjà, et donc je vous ai représenté je sais pas s'il y a un pointeur là. Oui, il y a un pointeur. Donc je vous ai présenté l'utilisation du mode, des DPI versus de Bamara. On a parlé des études BNDMR. Et puis du coup, voilà, je vous ai parlé de ce chaînage avec les données de l'assurance maladie, de l'accès précoce et de tout ce qu'on fait avec la HAS, de ce qu'on fait avec Sequoia Oragen. Voilà, donc voilà un petit peu le tour de piste.